Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé, plus d'un jour ne se passe sans que nous remontent de tous les territoires des alertes dramatiques sur un hôpital public qui se désagrège sous nos yeux. Les lits continuent à fermer, les discontinuités des services d'urgence s'accentuent partout. Le personnel reste tragiquement en pénurie dans tous les services. Pendant que vous répétez en boucle gestion du passif, Ségur de la santé et numerus clausus. Ce soi-disant passif nous a pourtant permis, sous le quinquennat Hollande, le retour à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale pour la première fois depuis 2001, en ramenant le déficit de 17,5 milliards en 2012 à 400 millions en 2017. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes sur le Titanic. Alors que je vous alertais ici même en octobre sur l'état de délabrement des services d'urgence sarthois, le pire est malheureusement advenu avec plusieurs événements graves qui se sont produits en novembre au centre hospitalier du Bailleul sur ma circonscription. Le risque vital pour les patients n'est plus une hypothèse, mais bien une réalité mortifère. Vous naviguez à vue, là où un plan d'urgence est nécessaire pour réorganiser l'hôpital et sa gouvernance, le recentrer sur les besoins et la santé publique, revoir les politiques des ressources humaines et les modalités de tarification. Le Ségur de la santé n'a pas éteint les revendications des soignants, car la perte d'attractivité n'est pas seulement financière. La pénurie de personnel s'étend au-delà des médecins. Où sont les infirmiers, les aides-soignants qui manquent cruellement pour faire tourner les établissements? Au centre hospitalier du Mans, ce sont 30 postes d'infirmiers qui sont vacants. Sous le précédent quinquennat, Monsieur le ministre, nous avions augmenté les effectifs de la fonction publique hospitalière de 43 000 postes. Vous êtes au pouvoir depuis presque 5 ans. Quand allez-vous réagir? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont, il y a 3 semaines, j'étais à vos côtés dans votre belle région, dans votre beau département, pas loin du Mans. Vous m'avez accueilli dans l'accueil républicain, vous m'avez dit on a des problèmes de déserts médicaux. Je vous ai dit, je sais Madame la députée, vous et moi, nous le savons et nous en connaissons les origines et on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Ensuite, nous sommes rendus dans un centre hospitalier qui est flambant neuf, parce qu'il est encore en construction, de cancérologie. Et si vous avez prêté l'oreille comme moi, vous avez peut-être entendu les directeurs et surtout les médecins qui étaient présents dire « Nous, le bashing sur l'hôpital, c'est pas notre truc, on est en train d'innover parce qu'on a envie de s'en sortir par le haut et on a réussi à attirer des médecins qui vont venir. » Oui, c'est difficile, ont-ils dit. Oui, c'est difficile, ont-ils dit, mais nous croyons à l'avenir de l'hôpital. Madame la députée, on peut comparer bilan contre bilan si vous le souhaitez. Vous avez factuellement raison quand vous dites que le déficit de la sécurité sociale s'est résorbé dans le quinquennat précédent. Il y a une notion qui ne vous aura pas échappé, Madame la députée, depuis le début de ce mandat, ça s'appelle la crise sanitaire. Et je revendique que le gouvernement, que la solidarité nationale ait permis de payer les vaccins pour tous les Français sans reste à charge, les tests pour tous les Français sans reste à charge, que nous ne demandions pas aux Français leur carte vitale avant de les prendre en charge en réanimation. Et tout cela, évidemment, a un coût pour la nation, mais c'est un coût qui est utile et qui permet de sauver des vies et de soigner. Ensemble, Madame la députée, on peut trouver des solutions territoriales. Avec le Ségur de la santé, le Ségur d'investissement, il n'y a pas de droite, pas de gauche, il n'y a que de l'argent public qui est mis à disposition de 3000 hôpitaux et EHPAD de notre pays pour dire aux soignants, tenez bon, on est là. On est là, on est à vos côtés. Nous avons augmenté les salaires, vous ne l'avez pas voté, c'est votre choix. Madame la députée, vous prenez l'allégorie, la métaphore du Titanic. J'ai envie de vous dire que les marins, les soignants, ils sont encore à bord, ils rament, ils sont en difficulté, mais ils tiennent bon la barque. Vous continuez à jouer de la flûte. Merci. Oui, Monsieur le ministre, je suis désolée, mais vous ne répondez pas à la question. Moi, je vous parle de pénurie de médecins, de soignants, d'infirmiers, d'aides-soignants dans nos hôpitaux. Que répondez-vous à cela, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 3 ans, les groupes d'opposition vous interrogent sur la désertification médicale. La semaine dernière, vous avez encore écarté la question du président Chassaigne. Nous avons pourtant franchi le cap de l'admissible et les personnes sans médecin référent se privent de soins, faute de trouver un professionnel. On ne peut plus inaugurer des maisons de santé pilotées par l'Agence régionale de santé sans les médecins, comme nous l'avons fait hier à Cuisery et à Frongy-en-Bresse, et faire peser au surplus sur ces collectivités de vrais risques financiers. La cartographie de la répartition des médecins est éloquente, avec des effectifs variant du simple au triple selon les secteurs. Les mesures incitatives, coûteuses et inefficaces selon la Cour des comptes. Le numerus apertus, vous le savez, ne règle pas le problème actuel de la désertification médicale.
Vous ne voulez pas de mesures coercitives, vous défendez des mesures incitatives sans effet. Or, pourtant, la politique nationale de santé publique exige des résultats. Nous devons tenter d'autres actions. Que nous proposez-vous? Très bien. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Cécile Untermaier, vous posez très bien le constat. On manque de médecins. Et on ne manque pas de médecins pour rien, on manque de médecins parce qu'il a été décidé pendant 40 ans d'arrêter d'en former. Le numerus clausus a été une formidable machine à empêcher des jeunes étudiants français d'apprendre la médecine en France. Pendant un temps, on faisait appel pour compenser à des médecins qu'on allait chercher en Roumanie avec des chasseurs de tête, et puis ça n'a plus suffi, etc. Vous posez une question tout à fait légitime et croyez bien que le gouvernement a pleinement conscience de ce que traversent des millions de nos concitoyens qui ont des difficultés à retrouver leur médecin. Vous posez la question de quelles alternatives en attendant que la suppression du numerus clausus que nous avons voté en 2018 permette d'augmenter le nombre de médecins installés. D'abord, la télémédecine, Madame la députée, c'est x100 en 2 ans. x100 en 2 ans. On est monté de 10 000 à 1 million d'actes de téléconsultation. Ça ne remplace pas tout, mais ça aide. Ensuite, avec ce gouvernement, le président de la République nous avait donné comme mission de doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles en 5 ans. Ce sera fait. Elle nous a demandé de doubler le nombre de centres de santé. Nous avons très fortement augmenté ce nombre et nous pouvons atteindre le doublé. Nous avons développé les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, qui permettent aux médecins et aux paramédicaux de mieux travailler. Nous avons déployé plus de 2000 assistants médicaux au cours de ces dernières années sur l'ensemble du territoire national. Ça fonctionne. Les services d'accès aux soins pour les consultations de soins non programmés sont en cours d'expérimentation dans une vingtaine de départements. Là aussi, Madame la députée, ça fonctionne. Vous avez pu voter dans le dernier budget de la Sécu le fait que des professionnels de santé seraient en accès direct. On l'expérimente pour les kinés et les orthophonistes. Ça fonctionne. Vous avez pu voter le fait que les orthoptistes puissent prescrire des lunettes lorsqu'on a des difficultés pour trouver un ophtalmo. Ça sera opérationnel dans les prochaines semaines et ça va fonctionner. Donc nous trouvons toutes les dispositions possibles et imaginables pour faire reculer les déserts médicaux en attendant, Madame la députée, que le nombre de médecins, actuellement 10 500 médecins formés par an dans notre pays, c'était 8 000 en début de quinquennat, c'était 7 000 au début du quinquennat précédent, et ce sera sans doute 12, 13, 14, 15 000 médecins qui vont être formés par an. Nous déployons les capacités de formation, nous développons les stages en ambulatoire dans les zones rurales. On va y arriver. Ministre, Madame la députée, vous avez la parole. Ils sont tous ministres, les médecins. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je n'ai jamais eu l'intention de prétendre que vous n'avez rien fait. Vous avez fait des choses, c'est clair. Simplement, les résultats qu'exige la politique nationale de santé publique ne sont pas là. Et la question, c'est moins le nombre de médecins que leur répartition. Et j'ai insisté sur la cartographie, parce que nous avons des secteurs où vous avez un médecin pour 10 000 et 3 pour 10 000 dans un autre territoire. Enfin, c'est ça le ratio. La question des maisons de santé, elles sont vides pour certaines d'entre elles. Les centres de santé sont vides aussi pour certains d'entre eux. Donc la question, elle est bien prégnante de ce point de vue-là. Que disons-nous à nos concitoyens? Qu'ils prennent patience, la santé n'attend pas. Que disons-nous aux collectivités locales? Qu'elles assument la... Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, il y a quelques jours, votre majorité a une nouvelle fois rejeté la déconjugalisation de l'AAH, refusant plus de justice et plus d'autonomie aux couples en situation de handicap. Je veux revenir sur la question de Pierre Dharréville et attirer votre attention sur un autre rejet tout aussi indigne, la garantie du libre choix du fauteuil que vous avez retiré du PLFSS pour 2022. Une réforme est en cours d'élaboration pour la prise en charge des fauteuils roulants qui limite drastiquement le choix du fauteuil, les délais pour le changer et les modalités d'acquisition. Tout ceci est en complète déconnexion avec la réalité vécue par les personnes en situation de handicap, avec le marché des fabricants de fauteuils et avec les avancées techniques et technologiques auxquelles ces personnes peuvent prétendre. En effet, votre projet remet en cause le libre choix des aides à la mobilité les plus adaptées et porte des conséquences graves sur leur santé, voire leur sécurité. Il suscite, et vous le savez, une très grande inquiétude et pourrait même développer une certaine colère chez les personnes concernées. En effet, imposer un renouvellement tous les 5 ans démontre la méconnaissance totale de l'état d'un fauteuil au bout de 3 ans d'utilisation quotidienne. Imposer un seul fauteuil méconnaît les contraintes liées à l'utilisation d'une voiture ou à la mobilité au domicile. Madame la ministre, il est encore temps de revenir sur cette réforme injuste. Il est encore temps
Et il est indispensable de reprendre une véritable concertation avec les usagers et les associations pour que le libre choix soit maintenu. Votre rendez-vous de jeudi dernier et votre première réponse cet après-midi ne les aura pas rassurés. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous disposée à cette véritable concertation ? Merci. La parole est à Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, que je sache, vous n'étiez pas dans la réunion. Donc, je me demande bien qui a pu vous en faire une restitution aussi négative, parce que l'APF France Handicap, qui était exactement avec nous, avec les administrations, la DSS, la DGSS, a acté les avancées. Nous sommes en train d'écrire les textes avec eux et avec l'ensemble des associations du CNCPH. Donc, je vous redis, libre choix garanti, absolument aucune obligation de restituer son fauteuil. On a la possibilité de conserver 2 fauteuils. On travaille sur le juste fauteuil avec l'ensemble des déploiements des éclates, les équipes mobiles justement qui vont avec les ergothérapeutes travailler sur le juste besoin des personnes. L'APF France Handicap a reconnu ces avancées. Si maintenant ils font volte-face, je ne vais continuer de travailler avec eux, mais je peux vous dire sincèrement que nous les avons écoutés, entendus, que la DSS fait un travail remarquable pour tenir compte de toutes leurs propositions. Et je vous garantis que ces personnes sont écoutées au jour le jour dans mon cabinet, dans le CNCPH. À longueur de temps, nous construisons avec les associations. Alors, nous avons tenu compte de toutes les alertes. Nous avons revu. Philippe de Normandie fait un travail remarquable pour travailler avec Cécile Chevalier sur la base de son rapport qui a été plébiscité à tous. Et c'est à partir de ce rapport qui a été fait en immense concertation avec les associations que nous travaillons. Donc je vous le redis, nous travaillons avec eux. Si nous devons réexpliquer, nous réexpliquerons. Nous avons tenu compte de toutes leurs demandes et nous travaillons en finalisation des décrets qui seront bien sûr présentés au CNCPH comme il se doit, comme je l'ai toujours fait. Donc je vous redis, libre choix, garantie de pouvoir avoir 2 fauteuils, même un fauteuil sportif si besoin, et s'assurer de faire baisser les prix en négociant avec les fabricants. Et c'est ce que nous attelons parce que c'est ça le sujet majeur. Merci. Merci, Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous les écoutez peut-être, et tant mieux, mais entendez-les surtout. Entendez-les. Le fauteuil, toutes les personnes concernées le disent, c'est le prolongement de leur corps. Donc c'est absolument majeur, c'est essentiel. Vous êtes là, ce ministère, pour leur faciliter la vie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis 3 ans, je travaille les questions d'ubérisation et je constate que vous êtes à contretemps, désormais à contresens. En 2018-2019, vous proposiez que les plateformes numériques de travail adoptent des chartes facultatives, presque de bienfaisance. Au même moment, la Cour de cassation requalifiait un travailleur de chez Uber en salarié et l'année suivante, en 2020, qualifiait ce phénomène d'indépendance fictive. Cette année, vous nous proposez une énième ordonnance sur le dialogue social pour les seuls livreurs et chauffeurs de VTC. Pendant ce temps, le Parlement européen vote la présomption de salariat très largement pour tous les travailleurs de plateforme. Le président de la République, en avril, à Lisbonne, déclarait vouloir faire de sa présidence française de l'Union la question majeure sociale de ces travailleurs. Or, la semaine dernière, dans sa conférence de presse du 9 décembre, pas un mot sur le sujet, alors que le jour même, le commissaire européen Nicolas Schmit présentait une proposition de directive pour tous les travailleurs de plateforme, pas seulement les livreurs et les VTC, qui vient véritablement au secours de ces travailleurs et qui comporte la présomption de salariat, l'inversion de la charge de la preuve en matière de requalification, la transparence de l'algorithme, tout ce que vous nous refusiez au mois de mai dans notre proposition de loi socialiste sur cette question, Madame la Ministre. Alors, ma question est simple. Quand arrêterez-vous de protéger les plateformes plutôt que leurs travailleurs ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame Borne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Jacquin. Je veux vous rassurer, Monsieur le sénateur, nous continuons à avancer pour donner concrètement des droits aux travailleurs des plateformes.
Alors, je ne vais pas refaire en quelques minutes les débats que nous avons d'ores et déjà eus à plusieurs reprises, mais il me semble utile de préciser que le projet de directive repose effectivement sur 3 piliers principaux. Une présomption légale et réfragable de salariat, je vais y revenir, une meilleure transparence de fonctionnement des algorithmes, un contrôle des effets de ces algorithmes sur les travailleurs eux-mêmes. S'agissant du premier pilier sur lequel vous m'interrogez, la Commission européenne a fait le choix de proposer une présomption réfragable de salariat sur la base de critères issus de certaines jurisprudences européennes. L'approche retenue par la Commission pose question quant à son intérêt même pour les travailleurs, comme en témoignent mes premiers échanges avec mes homologues européens. Ces interrogations trouveront leur réponse dans le processus normal d'adoption d'une directive. C'est un temps long qui doit permettre de nombreuses itérations entre la Commission, les États membres et le Parlement européen. Mais sans attendre, nous faisons le choix en France d'agir au plus vite pour renforcer les droits des travailleurs. Nous nous appuyons pour cela sur le dialogue social, ce qui devrait nous réunir. Je note d'ailleurs que le projet de directive s'inspire de notre modèle en prévoyant expressément un rôle de consultation des représentants des travailleurs des plateformes. Le projet de loi de ratification et d'habilitation que vous avez examiné le 15 novembre dernier, rapporté par votre collègue Frédérique Puissat, que je salue, est une étape importante dans la construction de ces droits. Donc vous le voyez, monsieur le sénateur, ce projet de directive est en l'état complémentaire à notre projet de loi qui vise à créer rapidement de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes. Je vous remercie. Monsieur Jacquin. Vos arguments sont spécieux, Madame la Ministre. Vous invoquez le dialogue social alors que votre objectif est véritablement casser le droit du travail en imposant par la jurisprudence du précariat et un sous-statut d'indépendance. Vous parlez de vos homologues européens, les Allemands, Espagnols, Italiens, Belges, Portugais soutiennent la proposition du commissaire. Vous êtes isolés, réagissez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, les alertes concernant les non-remplacements d'enseignants du premier degré, je ne les compte plus. Saint-Gervais-sur-Aubion en Drôme, les parents d'élèves me sollicitent, inquiets après 11 jours sans remplacement, et c'est un exemple de la réalité sur l'ensemble du territoire français. Dans l'heure où la Seine-et-Marne, les académies recourent massivement à des enseignantes et des enseignants retraités pour pallier les manques, c'est édifiant. Quand un enseignant n'est pas remplacé, cela se traduit soit par des élèves en surnombre dans d'autres classes, hors vague Covid, soit par des élèves qui restent à la maison. Mais dans tous les cas, ce sont des apprentissages qui ne se feront pas, un retard difficile à rattraper, alors que nos élèves subissent déjà depuis 2 ans la crise sanitaire de plein fouet. Cette dégradation inédite des conditions de remplacement dans le premier degré, cela s'explique facilement. C'est le prix à payer lorsqu'on poursuit des objectifs multiples, dédoublement REP+, augmentation des volumes horaires de décharge, tout cela sans une augmentation proportionnelle des moyens humains. Faute de création de postes suffisante, ces politiques, certes louables, conduisent, après avoir vidé le dispositif plus de maîtres que de classes, à piocher les postes au sein des brigades de remplacement. Alors, Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour résoudre cette situation? Et à partir du mois de janvier, le travail sur la carte scolaire commence. Êtes-vous prêt à allouer les dotations suffisantes pour assurer les remplacements? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Blanquer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour cette question sur un sujet qui est très important, celui du remplacement, qui est en effet le sujet correspondant au vécu des élèves, des parents d'élèves et des professeurs. Il y a un sujet structurel et un sujet conjoncturel. Le sujet structurel, c'est notre manière de remplacer dans le premier degré en France. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un rapport de la Cour des comptes il y a peu de temps. Et puis il y a un sujet conjoncturel, c'est comment faisons-nous face à un absentéisme particulier lié à la crise sanitaire. S'agissant du sujet structurel, les progrès sont en cours et je voudrais quand même vous les mentionner. D'abord, il faut prévenir l'absentéisme. Et une des meilleures façons de le prévenir, c'est d'éviter que l'institution elle-même crée de l'absentéisme. Je pense en particulier à la formation continue. C'est pourquoi nous avons pris des dispositions pour qu'il puisse y avoir plus de formation continue hors temps scolaire. Deuxièmement, il faut avoir un vivier de remplaçants, et on est déjà au cœur de votre question. Les chiffres du vivier de remplaçants sont importants pour le premier degré. Nous avons 30 000 remplaçants pour l'école primaire en France. Ça représente à peu près 9% de nos effectifs. C'est très important et nous les mobilisons pleinement. Contrairement à ce que vous avez dit, nous n'avons pas diminué le nombre de remplaçants en France.
Au contraire, et depuis 4 ans, il n'y a jamais eu autant de création de postes dans le premier degré, avec moins d'élèves. Si, c'est un fait, chacun peut le vérifier. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'encadrement inédit dans le premier degré. Dans chacun de vos départements, mesdames et messieurs les sénateurs, le taux d'encadrement s'est amélioré rentrée après rentrée depuis 2017. Vous pouvez tous le vérifier et c'est inédit dans les annales de la Ve République. Tout ceci, non pas au détriment du remplacement, mais au contraire pour renforcer aussi le remplacement. Alors, Madame la sénatrice, il est tout à fait exact qu'il y a plus d'absentéisme en ce moment à cause de la crise sanitaire. Ça n'aura échappé à personne, c'est vrai dans tous les métiers. Et donc oui, nous faisons face. Quand vous dites que nous faisons appel à des jeunes retraités, vous montrez plutôt notre pragmatisme et notre adaptation qu'autre chose. Car en effet, il faut faire flèche de tout bois face à un absentéisme qui est plus important que d'habitude. Nous allons donc progresser, je ne nie pas les problèmes qui existent, à la fois par les facteurs structurels que j'ai mentionnés, mais aussi par des mesures spéciales, comme celles que nous avons prises en recrutant plus de contractuels l'année dernière au cœur de la crise, ou comme nous le faisons maintenant. Merci. Madame Bonnier. Alors les retraités, monsieur le ministre, ils ne veulent pas y retourner. Les contractuels, ce n'est pas une solution. Et déjà actuellement, nous manquons de postes. C'est ça la réalité. Et je crois qu'il faut vraiment que vous alliez sur le terrain et que vous alliez écouter le ras-le-bol de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour instruire nos enfants. Depuis le début du quinquennat, le premier degré est affiché comme priorité, mais cela qui ne justifierait les suppressions de postes parmi les dans le secondaire. La réalité, c'est que les conditions d'enseignement dans le premier degré se dégradent, et ça va être pire à la rentrée. Parce que pour 2022, dans votre PLF, c'est 0 création de postes pour le premier degré. Merci, Monsieur le Président. Le 3 novembre 1896, à propos des massacres d'Arménie, Jean Jaurès interpellait le gouvernement sur le rôle de la France et de l'Europe, une Europe hypocrite qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Monsieur le ministre, il serait impensable aujourd'hui que reste dans l'histoire le fait qu'un État, aidé par des groupes terroristes, inflige un camouflet aux démocraties occidentales et à l'ensemble des valeurs séculaires qu'elles ont toujours eu corps à défendre. La situation est trop complexe pour la réduire à une guerre de civilisation ou de religion. C'est bien plus un conflit ethnique et territorial. Le bloc turco-azéri menace l'existence même de l'Arménie. Le pays a besoin d'aide matérielle pour garantir la sécurité de ses frontières. Les atrocités de la guerre, extermination, décapitation, laissent la place à une violence quotidienne au sein des populations civiles arméniennes, confirmée par le défenseur des droits d'Arménie. Toutes les autorités de ces deux républiques, rencontrées sur place ou au Sénat, demandent à ce que la France prenne toute sa place dans le groupe de Minsk pour aboutir à l'établissement d'une paix durable. Les coprésidents se sont réunis en novembre. Les discussions doivent maintenant aboutir à des actes. Hier, l'Arménie a déclaré vouloir nommer un émissaire pour la normalisation de ses relations avec la Turquie. Ma question est simple. Le cessez-le-feu a été signé il y a 1 an, sous l'égide de la Russie, sans les représentants du groupe de Minsk. Au-delà des déclarations, que fait votre gouvernement pour obtenir la libération des prisonniers et apporter un soutien matériel aux populations? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur de Vinaz, vous avez raison de rappeler que la situation sécuritaire demeure très tendue en Arménie et dans le Sud-Caucase d'une manière générale. Le cessez-le-feu qui avait été signé il y a un peu plus d'1 an maintenant, au mois de novembre de l'année dernière, est régulièrement violé. Il y a encore eu 3 morts la semaine dernière. Il est donc urgent de progresser sur les différents volets du conflit, à la fois les prisonniers, les disparus, le déminage, la préservation du patrimoine, la délimitation des frontières. Bref, essayer de trouver les formes d'une confiance entre les deux acteurs. Nous y travaillons. J'ai réuni il y a quelques jours mon collègue Mirzoyan et mon collègue Beramov, ici à Paris, dans le cadre du groupe de Minsk, ensemble. C'était il y a quelques jours, pour essayer d'avancer sur les différents sujets que j'ai évoqués. Car c'est quand on aura avancé sur ces points que l'on pourra retrouver un esprit de confiance. Et parallèlement à cela, aujourd'hui même, se tient à Bruxelles le partenariat oriental au niveau des chefs d'État et de gouvernement avec
les interlocuteurs d'Arménie et d'Azerbaïdjan, et le président de la République doit s'entretenir sur ces sujets avec ses interlocuteurs. Il faut que nous continuions à jouer notre rôle dans le groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie, c'est ce que nous faisons, y compris ici lorsque nous avons réuni les ministres à Paris. Et parallèlement à cela, comme vous le savez, nous avons avec l'Arménie, en raison de notre histoire, de notre culture commune, une solidarité particulière qui a été manifestée la semaine dernière par le ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne à ma demande, qui a signé une feuille de route avec les autorités arméniennes pour agir, renforcer notre coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de la connectivité, dans le domaine de l'énergie, avec le soutien très fort de l'Agence française pour le développement. Ainsi, la France continuera à jouer ce double rôle de responsabilité au sein du groupe de Minsk, et donc d'équilibre là, et de solidarité concrète avec le peuple arménien. Gilbert-Luc Devinaz. Oui, merci de votre réponse, Monsieur le ministre. Je voudrais quand même attirer votre attention que l'Arménie et le Haut-Karabakh sont des démocraties qui viennent d'être mises et qui continuent d'être mises à mal par des régimes autoritaires. Il y a des périodes dans l'histoire où il faut choisir son camp. L'an dernier, notre Assemblée, en votant à l'unanimité moins une voix la demande de la reconnaissance de la République d'Assad, a choisi le sien, la démocratie.